Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage de nos terres et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sous l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une est seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Aux armes, Mélismel, l'introduction de l'émission Intifada de 13h à 14h. Sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. Voilà. Intifada, une émission qui relaie les informations sur l'occupation et la répression de la Palestine par l'État colonial hébreu. Et pour se mettre en bouche, si on peut dire ça d'une manière cynique, David Ben-Gourion, en 1937, et futur Premier ministre d'Israël, déclare « Nous devons tuer tous les Palestiniens, à moins qu'ils ne soient résignés à vivre en tant qu'esclaves. » Voilà, c'est notre cher camarade Ben-Gourion, un des premiers, le premier Premier ministre en tout cas de cette période, qui le déclarait avec une espèce de, comment dirais-je, de férocité inimaginable. Voilà.
Ouais. Donc on va continuer comme chaque mardi de cette émission à retracer un peu l'histoire de la Palestine. Je reprécise à chaque fois que je prends en note un documentaire de Simone Bitton sur l'histoire du conflit israélo-palestinien de la fin du 19e siècle à 1991. Après 1991, je prendrai d'autres sources. Simone Bitton a réalisé pas mal de films, on en parlera un peu plus tard, on a commencé à en visionner certains. Donc voilà, là on en est à l'épisode 7. C'était la dernière fois, on est arrivé à la naissance de l'OLP. Donc les Palestiniens payent un impôt à l'OLP et ils auront un parlement et des brigades armées et un président qui s'appelle Ahmad Choukeri, qui est avocat et diplomate et qui est un Palestinien proche de Nasser, qui rédige la charte et les slogans de l'OLP qui sont unité, mobilisation, libération. Et pour lui, pas de discussion possible avec Israël. Il y a un refus complet du partage. Voilà. Donc c'est aussi la doctrine de tous les pays arabes, refuser de reconnaître Israël, qui existe depuis 15 ans et qui compte 2,5 millions de citoyens, donc autant que les Palestiniens dispersés dans tout le Moyen-Orient. En Israël, donc, ils sont citoyens, mais soumis à des lois d'exception militaire. En Jordanie, ils sont naturalisés. Et partout ailleurs, ils n'ont pour toute identité qu'une carte de réfugié. Le retour est interdit, alors les réfugiés essaient de passer clandestinement les frontières et peu à peu les infiltrations deviennent des expéditions armées, des raids, des embuscades, il y a des représailles, c'est l'escalade angoissante et meurtrière. Angoissante aussi, c'est la puissance militaire de l'Égypte armée qui est conseillée par les soviétiques, donc qui inquiète les Occidentaux autant qu'Israël. Et en mai 1967, le ministre israélien des Affaires étrangères fait le tour des capitales occidentales. Donc on craint le pire pour Israël et quelques jours plus tard, en fait, c'est Israël qui attaque. C'est le 5 juin 1967 au matin. En 3 heures, toute l'aviation égyptienne est anéantie. Le lendemain, la Jordanie et l'Égypte entrent en guerre, mais 6 jours plus tard, tout est fini. Voilà, c'est une victoire éclair qui éblouit l'Occident. 25 700 morts, dont 25 000 Arabes et 700 Israéliens. Pour Israël, le triomphe. Pour les pays arabes, la douleur et l'humiliation. En 6 jours, d'immenses territoires sont conquis. Gaza, la Cisjordanie, le Sinaï, le Golan. Et partout, le drapeau juif flotte sur les bâtiments publics. Et enfin, le symbole, le mur des lamentations dans le secteur arabe de Jérusalem, est aux mains d'Israël. Moshe Dayan, ministre de la Défense, et Yitzhak Rabin, chef d'état-major, pris sur les vestiges du temple de Salomon, pendant que les bulldozers rasent des murs qui partageaient la ville en deux. 20 ans après le partage qui lui a donné naissance, 18 ans après ses premières conquêtes, Israël a quadruplé la superficie que lui avait attribuée l'ONU. Les territoires occupés comprennent donc Gaza et la Cisjordanie. Peuplées d'1 million de Palestiniens, elles font partie des régions de Palestine où l'ONU prévoyait la création d'un État arabe. Le plateau du Golan, territoire syrien de grande valeur stratégique qui surplombe les localités israéliennes de Galilée et la route de Damas. Le Sinaï égyptien est un désert peuplé de quelques tribus bédouines mais qui recèlent du pétrole. Et l'ONU vote à l'unanimité le retrait israélien des territoires occupés. C'est la résolution 242 qui constitue encore aujourd'hui la base légale de tous les plans israélo-arabes. Imprécise et ambiguë dans ses termes, elle n'a encore jamais été appliquée. Sur les ponts du Jourdain détruits par la guerre, ils sont 250 000 réfugiés pour la seconde fois. Ils vont de l'autre côté, en Jordanie, poussés par les bombardements, par la peur de vivre avec les Israéliens, ou encore poussés par la force que leur ont fourni des camions et l'engagement de ne pas revenir. Lévi Eshkol, qui est le Premier ministre, affirme de façon catégorique qu'Israël n'a expulsé personne, que les réfugiés sont partis de leur plein gré. Il faut tout recommencer, assiéger les locaux des Nations Unies comme 20 ans auparavant, commander un laissez-passer, une place dans un camp, aller encore plus loin que le village d'origine. Sur le Golan, on implante déjà des colonies. Autour de Jérusalem, on fait place nette, on rase, on trace des routes, on invoque des raisons de sécurité pour détruire des villages entiers. En Israël, c'est la démocratie, mais dans les territoires occupés, la population palestinienne est placée sous administration militaire, privée de droits civiques, avec soumission aux services de sécurité. Humiliation, grève, de protestation. Les premiers couvre-feux, un cirque infernal commence. Très vite, il y a des opérations de résistance,
des soldats tués, des attentats, 2000 arrestations les 2 premières années, presque tous emprisonnés sans jugement. La prison forge les consciences et développe les réseaux clandestins. C'est le temps des premières grèves de la faim, mais aussi à l'extérieur dans les pays de l'exil, où les Palestiniens prennent la lutte armée des Algériens et des Vietnamiens comme modèle. C'est l'heure de Yasser Arafat qui prend la direction de l'OLP. Ouais, voilà, où ça commence, où ça se poursuit. Voilà, ça a été sans cesse un crescendo. Il n'y a jamais eu de pause dans la répression féroce des Israéliens contre les Palestiniens. Et aujourd'hui, c'est une apothéose, quoi, parce qu'avec ce qui se passe à Gaza, encore une fois, voilà, le terme d'intifada, traduction du soulèvement en français, risque d'enflammer la région pendant longtemps encore et de produire des morts palestiniens et de morts palestiniens dont le nombre ne cesse de grossir depuis quelques jours. Voilà. C'est là où on en est sur cette terre martyre, crucifiée depuis 1948. Sur apparemment l'ignorance, comme je le disais dans mon papier, dans mon presse-papier sur Arakai, la voix me manque, voilà pour dire l'impitoyable décompte des morts palestiniens qui va crescendo de toutes les manières possibles, les plus horribles de préférence. وعدني المحبوب بحاله يجي لاقيني ماله يا غنام ماله ما بيوافيني ماله يا غنام ماله ما بيوافيني يطول عمرك يا غنام ردت روحي ليه قولي بالله بأي عين شفته بأيامي قولي بالله بأي عين شفته بأيامي حول يا غنام حول بات الليل
Alors c'était la chanteuse Rim Elbana qui interprétait Awel Yaganam. Alors cette Rim Bana est une chanteuse palestinienne chrétienne de Nazareth qui est décédée le 24 mars dernier après 10 ans de lutte contre le cancer et qui a toujours chanté pour l'entente des Palestiniens, pour son peuple. Ouais. Voilà, une belle chanteuse, une belle voix, un bel engagement. Et tout de suite, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, dans l'émission Intifada, comment dirais-je, l'histoire de la Palestine, c'est fait, pause musicale, c'est fait. Combien de morts faut-il pour qu'ils se décident à prendre des décisions? C'est une info de l'UJFP. Le 20 morts vendredi 30 mars 2018, au moins 9 morts le 6 avril, et puis depuis encore sont venus s'ajouter à ce bilan, dont un journaliste, Yasser Mourtaja, exécuté de sang-froid alors même qu'il portait un gilet presse, et plus de 400 blessés par balle. 2 jours après cette deuxième journée meurtrière pour les Palestiniens, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a déclaré qu'il n'y a pas d'innocents dans la bande de Gaza. C'est-à-dire que même les bébés ne sont pas innocents, ils ont participé à des actes terroristes probablement. Reporters sans frontières a condamné avec la plus grande indignation les tirs délibérés de l'armée israélienne contre des journalistes et plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé la répression sanglante à laquelle se livre Israël. L'Europe a, elle, parlé d'une enquête indépendante, mais le gouvernement israélien n'en veut pas et tue. Pourquoi la Cour pénale internationale de l'Haye ne juge-t-elle pas les criminels récidivistes que sont Netanyahou et Lieberman? Nous disons aux dirigeants européens et français, en ne sanctionnant pas, vous donnez un permis de tuer. Vous êtes donc complices de ces tueries. Et maintenant, les multiples accords existants avec Israël, en maintenant les multiples accords existants avec Israël, vous permettez aux assassins de continuer impunément leur sale besogne. Un ethnocide perpétré de sang-froid qui disqualifie odieusement la prétention de cette armée à être la plus morale du monde. Et là, on peut se gausser. Nous disons au CRIF et à ceux qui le suivent qu'ils sont également complices de ces tueries, et qu'en prétendant que les Juifs de France approuvent Israël, vous les mettez sciemment en danger. L'UJFP refuse que les Juifs de France soient associés à de telles tueries et enjoint de nouveau la France et l'Europe à prendre leurs responsabilités et donc à prendre des sanctions. Cause toujours. L'UJFP soutient la marche du retour du peuple palestinien, appelle à rejoindre la campagne internationale et non violente, BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, seule capable de lutter contre les crimes commis par l'État d'Israël face au silence des politiques et exige la levée du blocus criminel et illégal de Gaza et la libre circulation de ses habitants. C'est signé du Bureau national du JFP le 8 avril 2018. Depuis, évidemment, le bilan s'est alourdi d'une manière conséquente. Et toujours dans les news, comment on appelle ça, je ne sais plus, enfin bon, c'est pas grave, manifestation à la frontière de Gaza, où un soldat israélien dit une chose aussi incroyable que ça, « Désolé, commandant, je ne tire pas ». Interview d'Amiv Gilutz, de Bethléem par Daniel Fontaine, est publié le vendredi 6 avril 2018 sur le site de la RTBF. Oui, c'est la RTBF, hein, c'est pas comme Radio France ou France Télévisions et toutes ces choses-là. C'est quand même, ils ont quand même le courage de dire des choses que tout le monde pense. L'ONG israélienne Bethléem a publié dans la presse des encarts publicitaires appelant les soldats à ne pas tirer vers les Palestiniens non armés lors de manifestations à la frontière avec la bande de Gaza. L'encart est intitulé « Désolé commandant, je ne tire pas ». Les autorités israéliennes ont pourtant prévenu que les consignes de tir resteraient les mêmes, ce vendredi 6 avril, qu'il y a une semaine, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, lorsque la répression du mouvement a fait 20 morts parmi les Palestiniens. Aujourd'hui, on en a plus de 30. Voilà. Cet appel à ne pas tirer sur des Palestiniens a été dénoncé par le gouvernement qui menace d'engager des poursuites contre Bethléem pour l'appel à la sédition.
Le député d'opposition travailliste et ancien ministre de la Défense, Amir Pérez, a également critiqué l'ONG. Amir Pérez, c'est la gauche socialiste israélienne, a une drôle de conception du socialisme. Bon, comme les socialistes français, comme tant d'autres socialistes dans le monde. Voilà. Pour cette simple raison, tirer à balles réelles des tirs létaux sur des manifestants non armés, c'est illégal. Un ordre de l'affaire est un ordre illégal. Les soldats sont obligés de refuser d'obéir. Mais s'ils refusent, ils risquent eux-mêmes d'être traînés devant une cour militaire pour désobéissance. Bien sûr, ils courent ce risque. Au final, la responsabilité pour ces règles d'engagement appartient aux décideurs politiques, pas aux soldats sur le terrain. À la base, ce sont le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef d'état-major qui ont la responsabilité de modifier ces instructions illégales. Mais tant qu'ils ne le font pas, le soldat a aussi une responsabilité personnelle de ne pas se plier à ce qui est immoral. Voilà. Comme tirer des balles réelles sur une foule de manifestants anonymes qui comprend des femmes, des enfants, des personnes âgées et des hommes et parfois même des nourrissons. Le militaire a le droit d'empêcher les gens d'approcher la barrière, de la franchir, de l'endommager. Il a beaucoup plus de moyens d'y arriver. Il peut disperser la foule, il peut arrêter des gens, mais agir comme nous l'avons vu la semaine dernière et comme nous le craignons que cela se répète aujourd'hui et dans les prochains jours, n'est ni légitime ni acceptable. La publicité diffusée par B'Tselem s'adresse directement aux militaires israéliens. Soldats, les consignes de tir susceptibles de provoquer la mort des civils ne représentent pas de danger pour des vies humaines, sont illégales. Ça me semble assez clair. Voilà. Le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, explique traiter toute activité contre la sécurité d'Israël comme une opération terroriste. Ce n'est pas légitime. Le prétexte de la sécurité est exploité par Israël pour justifier toutes les formes de violation des droits humains des Palestiniens. Et ça dure depuis au moins 1948, si ce n'est avant. Voilà. Il faut se souvenir du contexte des manifestations auxquelles nous assistons pour le moment. La bande de Gaza est l'une des zones les plus densément peuplées au monde. 2 millions de personnes vivent sur cette petite bande de terre. Il n'y a presque plus d'eau potable. Les gens n'ont que quelques heures d'électricité par jour et il y a une pénurie de médicaments. Les gens sont au chômage, une grande partie d'entre eux dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Les vénards. Ce désastre humanitaire est le résultat de la politique israélienne, en particulier le siège qui est en place depuis plus de 10 ans. C'est comme ça que ces gens manifestent. Et face à cette mobilisation, Israël ordonne à ses troupes de les abattre. Donc, pour vous, qualifier ces manifestations d'activités terroristes, ça n'a pas de sens. Quoi qu'un Palestinien fasse pour protester contre les conditions insupportables qu'Israël impose depuis si longtemps au peuple palestinien, il est considéré comme une activité terroriste aux yeux des décideurs israéliens. Évidemment, c'est absurde. Et qu'est-ce qui n'est pas absurde en ce moment dans ce petit pays ? Nous avions publié un avertissement avant la première manifestation pour prévenir de ce qui allait arriver. Le nombre de victimes était prévisible parce que les décideurs avaient été clairs sur le fait qu'ils traiteraient les lieux de manifestation comme des zones de combat et les manifestants comme des terroristes. Voilà. Des terroristes potentiels. Si on a des yeux et un cœur, je ne pense pas qu'on puisse accepter cela. Voilà. Évidemment, ceux qui commettent ces crimes contre l'humanité n'ont pas de cœur, n'ont aucun sentiment de culpabilité. Ils sont dans leur bon droit, n'est-ce pas, depuis qu'ils ont truqué leur adhésion, si vous voulez, à la résolution qui voulait que les Palestiniens aient le droit au retour, ce qui leur a permis en 1948 d'avoir la reconnaissance internationale, et qu'ils ont pu... ils ont pu croire qu'ils étaient les maîtres du pays, et on est là, de mensonges, l'immoralité, c'est ça, la réalité du terrain, et la répression que mène Tsahal. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement, il y a un article toujours sur le GFP qui vient de la CRIMED. La CRIMED, c'est un observatoire des médias qui décrypte en fait toutes les langues de bois qui sont dites un peu partout
dans la presse. Et quand on voit justement comment sont traités ces 2 journalistes, parce que ça me paraissait compliqué, moi, pour les médias, d'arriver quand même à pas donner tort à Israël, parce qu'on voit clairement que ce sont des gens pacifistes qui avancent et sur lesquels on tire comme dans un stand de fête foraine, quoi. Donc, et en fait, malgré tout, les médias arrivent à détourner la problématique. C'est-à-dire que on va parler, c'est-à-dire qu'on aime bien tout mettre sur un plan d'une neutralité et d'un conflit. Donc on va dans cette optique, ce qui fait qu'on oublie complètement que d'un côté, il y a des gens non armés qui arrivent, des femmes, des enfants, qui n'ont plus rien, qui n'ont plus que d'aller là pour essayer de tirer quelque chose, d'avoir un peu d'espoir. Et de l'autre, il y a quand même des snipers positionnés qui vont tirer à balles réelles sur tous ces gens. Et c'est assez sidérant de voir. Là, j'ai un petit extrait du journal Marianne. Alors c'est vrai que de Marianne, on n'attend pas forcément grand-chose. Mais Marianne disait « Israéliens et Palestiniens prennent un malin et cruel plaisir à confirmer les pires scénarios. Ils l'ont une nouvelle fois prouvé vendredi 30 mars, lorsque des dizaines de milliers de manifestants chauffés à blanc par les islamistes du Hamas ont marché vers la frontière entre la bande de Gaza et Israël. La centaine de tireurs d'élite israéliens qui les attendaient de pied ferme, bien décidés à ne pas les laisser s'infiltrer, ont fait un carton. Bilan 18 morts et des centaines de blessés par balle. Plus grave encore, les acteurs du drame se préparent d'ores et déjà à des remakes sanglants. » C'est absolument sidérant de lire des choses pareilles. On a l'impression d'être dans un scénario de cinéma et à aucun moment, dans ces cas-là, on ne resitue justement toute cette histoire de la bande de Gaza, comment depuis 10 ans, les gens qui sont à Gaza, les Gazaouis, n'ont plus rien pour vivre, quoi. Oui, voilà. Et un petit détail significatif de cette espèce de cruauté gratuite, c'est un sniper israélien qui exulte de joie, qui hurle sa joie parce qu'il vient de toucher, il vient de tuer un manifestant. Voilà. Ouais. Les armées, on le répète, on le répétera jamais assez. Et puis dire que c'est le Hamas qui chauffe à blanc les manifestants, ils n'ont pas besoin du Hamas pour être chauffés à blanc. Hein. C'est parce que c'est eux, ils choisissent les dirigeants du Hamas comme ceux du Fatah, ils vivent bien, eux, voilà, mais le peuple, non. Voilà, donc ils n'ont pas besoin de ces gens-là, ils se rendent bien compte que leur gouvernement et les groupes extrémistes palestiniens, enfin extrémistes pour les Israéliens, ils ne font rien pour arranger les choses ou pour soutenir les Palestiniens. Ils jouent leur propre petit jeu depuis que Arafat s'était rallié, si vous voulez, au propos, enfin à la possibilité de négociation avec les Israéliens. Ils ont perdu toute confiance dans leurs dirigeants politiques. Oui, on avait lu déjà plusieurs articles où justement il y avait toute cette jeunesse qui avait envie d'autres manifestations, enfin qui ne voulait plus passer par les partis politiques traditionnels. Donc là justement, mais quand la presse parle du Hamas, c'est l'épouvantail, quoi. On sait très bien l'effet que ça peut produire. Donc on use du Hamas, on use du terrorisme. Alors dans la revue, c'est Florilège, ils titrent Israël-Gaza affrontement meurtrier et ils mettent de violents affrontements ont lieu à Gaza ce vendredi 30 mars. Ils ont causé la mort d'au moins 12 personnes. Voilà. Donc en fait, des affrontements, c'est comme si on était vraiment à égalité. C'est ça qui va pas du tout. Non. Et en fait, quand on n'a pas un regard critique sur toute cette presse, on retient que oui, donnant, quoi. On les renvoie dos à dos et c'est ça justement dont il faut toujours se démarquer. Il faut vraiment lutter contre ce parti pris du dos à dos. On ne peut pas être neutre dans l'histoire du conflit israélo-palestinien. Alors France 2 écrivait carrément ce que Benjamin Netanyahou a dit: bravo à nos soldats. Benjamin Netanyahou loue l'armée après la manifestation qui a fait 16 morts à Gaza. Bon, merci France 2 de nous rapporter ces propos. France Info, ces conflits israélo-palestiniens, la tension monte à Gaza après les affrontements qui ont fait 16 morts et 1400 blessés. Donc voilà, toujours cette histoire de conflit, d'affrontement. Sur 20 minutes, c'est Netanyahou loue les soldats israéliens après les heurts meurtriers à Gaza. Sur Europe 1, 16 Palestiniens tués dans les heurts avec l'armée israélienne. Donc non, il n'y a pas de heurts avec l'armée israélienne, puisque d'un côté, il y a des gens qui vont vers un barbelé qui ne dépasse pas une certaine limite, et de l'autre côté, on a des snipers qui attendent. Donc tout ça, c'est de la presse langue de bois. On retrouve dans le Télégramme affrontement meurtrier. Sur France 24, tension entre Gaza et Israël. Voilà, c'est toujours ce même discours qu'il faut déconstruire systématiquement, quoi. Oui, c'est vraiment extrêmement déprimant, mais en même temps, on a ici en France ou en Europe ou aux États-Unis, partout dans le monde, des
des politiques qui observent les mêmes, qui parlent la même langue de bois, qui détournent toujours la vérité, qui utilisent le mensonge le plus cynique pour faire avaler des vérités aux gens, des vérités qui sont complètement farfelues, qui n'existent pas, quoi, qui sont au contraire des camouflages pour déguiser les responsabilités des criminels, voilà, des criminels politiques en tout cas. Mais dans la maison tiède et douce, ou sous le toit de tuiles rousses, un enfant nu dort sur son lit. Le petit poste en galalite dit soudain des mots insolites qu'on croyait tomber dans l'oubli. La fenêtre obscure est ouverte au contre-jour de vignes vertes où le vent pousse le rideau. Ces contrevents pâles s'accrochent au mur qui s'appuie à la roche avec un figuier dans son dos. On entend marcher sur la sente, sans doute la mère est absente, qui laisse à son fils endormi. Et c'est comme un essaim de mouche, c'est vocable d'aucune bouche, l'enfant se retourne et gémit. Sans oreilles à ses paroles, l'ombre fait le maître d'école devant la cuvette et le broc. Il leur dit comme un fait vulgaire qu'à l'aurore aujourd'hui la guerre a levé son front de taureau. Il faut recommencer qu'on meurt, des gens dormaient dans leur demeure, comme ici dort cet enfant-là. L'armoire se tait, mais la porte proteste, après tout peu m'importe, ça se passe au Guatemala. Je saisis mal toutes ces choses, notre voisine est peinte en rose, il faisait si beau ce matin. Sur la terrasse on pouvait voir sécher du linge et des bas noirs devant les volets bleus d'étain. Il faisait si beau ce matin. Marc Augeret qui interprète un poème d'Aragon qui se passe au Guatemala, mais qui se passe en Palestine et dans bien des ailleurs. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, il faut pas négliger, si vous voulez, le fait que vient de rappeler ma camarade, que ça se passe en Palestine, mais ailleurs aussi. Peut-être d'une manière moins... Ça ne dure pas aussi longtemps que ce qui se passe en Palestine, parce que bon, il y a des conflits dans le monde tous les jours, mais des fois c'est des conflits qui durent 1, 2, 3, 10 ans maximum, mais 40, 70 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Vous êtes donc toujours sur Radio Libertaire, enfin on l'espère. De toute façon, si vous ne l'êtes plus, vous ne nous entendez pas. C'est la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix des fédérations anarchistes, l'émission Intifada, traduisez le soulèvement en français. Et on va poursuivre avec la langue de bois des médias. Non, ça je viens de le faire. Non, j'ai plutôt parlé, je vais revenir sur cette armée justement, parce que Israël se vante toujours, est très fier, les citoyens juifs sont très fiers de leur armée. On parle toujours ils la présentent comme une armée pure, éthique, noble, unique, et on répète toujours que Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Bon, on peut rappeler qu'elle s'est quand même mise en place en 1948. Elle s'appelle Tsahal, ça veut dire l'armée de défense d'Israël, et que c'est pas une armée de défense, mais que c'est une armée qui est quand même
construites à partir de milices terroristes, comme l'Irgun, la Haganah, le groupe Stern. Enfin, donc voilà, ça part quand même d'une armée, ça part de violence. Et que nous, la question, c'était, mais comment est-ce que les soldats, effectivement, peuvent supporter de avoir ces comportements-là et s'en sortir? Et en fait, non, les soldats certains sont quand même des humains. Et il y a une association, une ONG qui a été créée, qui s'appelle Breaking the Silence. C'est une des ONG israéliennes les plus reconnues à l'étranger. Elle a été fondée en 2004 à Jérusalem par des vétérans de Tsahal, justement, afin de recueillir des témoignages de soldats qui ont servi dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza et qui gardent des choses au fond de leur cœur parce que, justement, ce qu'on leur a fait faire est absolument innommable et qui ne peuvent plus continuer à vivre avec ça. Alors, certains préfèrent refouler, donc ne plus en reparler, mais certains, finalement, arrivent à parler. Et il y a un livre qui est sorti, qui s'appelle « Le livre noir de l'occupation israélienne ». C'est « Les soldats racontent ». C'est un livre qui est sorti en 2013. En fait, il y a eu 10 ans d'enquête après la fondation de cette ONG et qui va expliquer un peu, les soldats vont livrer toutes les horreurs qu'ils ont faites. Alors, on explique qu'il y a quatre modes de répression. En fait, ils doivent frapper de quatre manières selon ce pourquoi ils sont en place. Alors moi, j'ai pris un extrait du premier chapitre. La première partie, c'est d'abord la prévention. Il faut intimider la population israélienne. Alors dans cet ouvrage, il y a, je sais plus, 150 témoignages à peu près de soldats. Autant dire que c'est très difficile à lire. Moi, je peux en lire 3, après j'arrête parce que je suis complètement effondrée. Mais je pense qu'il faut justement les lire. C'est pareil, les faire continuer. Il faut que les gens entendent ce qui se raconte parce qu'il faut démonter cette histoire d'armée morale, et il faut aussi, pour qu'Israël puisse tomber, il faut que ce soit aussi les soldats qui, au bout d'un moment, comme disait Bethselem, non, désolé, je ne peux pas tirer, quoi. Oui, et il faut aussi avoir en tête qu'il n'y a aucune armée morale. C'est tout le contraire, une armée. Elle est immorale par essence. On n'a pas vu dans l'histoire des guerres des armées morales, voyez-vous. Voilà, parce qu'ils tuent des gens déjà. C'est complètement immoral. Ils tuent des vies humaines. Et puis, ils se font la guerre toujours pour des motifs qui sont pour le moins curieux. Voilà, pour le moins cyniques. On peut en ajouter comme ça. Voilà. Alors là, je vais juste lire, c'est tout au début du livre, c'est le 5e témoignage. Ils ont frappé un homme menotté à coups de pied dans le ventre et dans la tête. Donc l'unité, c'est un corps blindé, et c'était en 2000. Alors voilà, le témoignage. Il y a une loi qui dit qu'il est interdit de frapper un Palestinien quand il est menotté, quand il a les mains attachées. Quand les gars du Shabak arrêtent les gens chez eux au milieu de la nuit, ils leur bandent les yeux et les frappent au ventre alors qu'ils sont menottés. À 3 heures du matin, ils ouvrent la porte, déboulent dans la maison. La mère est hystérique, toute la famille aussi. Le Shabak envoie quelqu'un vérifier. Il ne s'agit pas toujours d'un terroriste, mais ils le prennent, l'emmènent dehors. On n'imagine pas ce qui peut se passer dans la tête du type. Il a les yeux bandés. 2 soldats le tiennent par derrière, d'autres le suivent. C'est l'armée de métier, 15 personnes dans la compagnie qui posent problème, une minorité. Et cet homme menotté, il le frappe au ventre et à la tête. Ces gars aiment vraiment ça. Question, l'incident a-t-il été rapporté à l'état-major ? C'était un officier sérieux, membre de l'état-major. Pendant le service habituel, on ne comprend pas si ce gars n'avait pas le droit de le faire, il ne l'aurait pas fait, parce que c'est comme ça que les choses se passent. C'est le Far West et tout le monde fait ce qu'il veut. Question, et la plupart des soldats considèrent ça comme acquis. La vérité, quand j'y pense, c'est que j'aurais dû faire quelque chose, j'aurais vraiment dû les arrêter. Mais on ne pense pas comme ça, on se dit que c'est la réalité, que les choses ne doivent pas se passer comme ça, qu'ils se comportent comme des merdes, mais on ne sait pas vraiment quoi faire. On n'a pas l'impression de pouvoir s'adresser à qui que ce soit. En rentrant chez vous, vous en avez parlé à vos parents, vous plaisantez, on refoule. Vos parents ne savent rien du tout. Qu'est-ce que vous participez à tout ça? Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Surtout quand ce sont des officiers et que vous êtes dans le corps blindé sur lequel ils ne daigneraient même pas pisser. Alors quoi, tu vas te battre, tout arrêter? On ne peut pas jouer avec la loyauté de la compagnie ou du groupe comme ça. On ne peut pas commencer à disputer avec les gens en plein milieu. Ça n'arriverait plus maintenant, je ne laisserai pas faire. Mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que je suis réserviste. Voilà, un des exemples, un des témoignages de ce livre. Je pense que j'en lirai régulièrement dans cette émission. Oui, parce que c'est le truc, enfin on va appeler ça un truc, c'est de
de terroriser les populations, même s'ils n'ont rien fait, même si... Alors les techniques, c'est justement, comme vient de le relater Piquet-Cous, c'est que en plein milieu de la nuit, on fracasse les portes d'une maison, on rentre dedans, on terrorise tout le monde, ils sont tout le monde, femmes, enfants, bébés sont sous la menace de mitraillettes, et voilà, on fait sortir le chef de famille, on le tabasse, etc. On veut pas savoir s'il est coupable, pas coupable, s'il est terroriste, pas terroriste. C'est la méthode qu'on applique pour justement que jamais les Palestiniens, les habitants légitimes de ce pays, puissent se sentir en sécurité. Nulle part, à aucun moment. Voilà. C'est vraiment le but principal de ces opérations nocturnes, mais ça peut se poursuivre dans la journée, hein, c'est pareil. Ils rentrent, suivant le bon vouloir de l'officier, ils rentrent au hasard dans des baraques, et voilà, ils commencent le festival d'horreur. Et ça se passe tous les jours en Palestine, à Hébron, partout ailleurs, quoi, dans la Palestine occupée. Voilà, et c'est un côté rassurant de savoir que des soldats, effectivement, ne supportent pas ça. Oui, ils ne supportent pas. Surtout que ces soldats, si vous voulez, ils sont enrôlés. Ils doivent donner 3 ans de leur vie de jeunes gens à l'armée. On leur demande pas leur avis. Et voilà, et ils sont entourés. On a vu ça aussi en France avec les policiers. Un policier qui est pas d'accord avec ses collègues, qui tabasse quelqu'un ou qui torture, etc., eh ben, il est mis au banc du commissariat où ça se passe, peu importe où ça se passe, et puis on lui parle plus, on le menace, etc., etc., voilà. Et ben, dans l'armée israélienne, c'est encore pire, parce que là, ils sont en conflit, en temps de guerre. Et donc, voilà, ils ont tous les droits, quoi. Ouais. Alors, une nouvelle que j'ai trouvée quand même plutôt sympathique, justement, comme on est toujours sur ce boycott des investissements sanctions, c'est aussi d'aller régulièrement sur leur site, voir un peu ce qu'il en est. Et là, c'est Dublin. Dublin devient la première capitale européenne à soutenir le BDS en faveur des droits des Palestiniens, et donc rejette Hewlett-Packard pour complicité avec l'apartheid israélien. Donc très intéressant, parce qu'effectivement tous leurs contrats avec HP vont être résiliés, et sachant que HP participe aussi à la construction des prisons en Israël, des salles de torture, etc. Donc bravo le maire de Dublin, quoi. Oui, surtout qu'ils savent ce que ça veut dire, l'occupation. Depuis l'occupation de leur pays, et puis qui est toujours occupé dans la partie nord. Et Dublin, c'est dans le nord, hein, c'est la capitale du nord, voilà. Donc ils savent ce que ça coûte d'être occupé pendant des dizaines d'années, voilà, par un pays soi-disant démocratique, aussi comme se revendique l'État d'Israël, mais d'un pays qui torturait, qui éliminait d'une manière, comment dirais-je, presque clandestine, tous les résistants de l'IRA et compagnie, voilà. Et ça a duré, et ça dure encore dans l'hémisphère nord de l'Irlande, qui est sous occupation britannique. Ouais. Alors là, de ce maire de Dublin, justement, donc il y a HP, mais il y a aussi toutes les sociétés affiliées, hein. Et donc lui, le 10 avril, il avait rendez-vous justement à Ramallah, il va assister à des réunions à Ramallah, et Israël a essayé vainement de l'empêcher de rentrer sur le territoire, hein. Donc ils comprenaient pas, ils confondaient son nom, son titre. Enfin bon, ils n'avaient pas l'air d'être très au courant, mais en tout cas, ils ont essayé d'empêcher de rentrer. Et finalement, ça n'a pas marché. Il a pu rentrer à Ramallah pour assister à sa réunion, quoi. Ah, c'est une sorte de miracle. Parce qu'ils ont les moyens d'empêcher les gens de rentrer. Parce que là, récemment, il y a un élu communiste qui a été refoulé à l'entrée à l'aéroport l'aéroport de Tel Aviv, je crois. Il a été empêché de rentrer sur le territoire parce qu'il militait pour BDS, justement. Ouais, c'est un criminel, quoi. Alors ce maire, c'est Abdulrahman Abounael, qui est le coordinateur à Gaza du boycott, en fait, de la coalition palestinienne qui impulse ce mouvement de boycott en faveur des Palestiniens. Voilà ce qu'il a dit. Dublin a répondu de la manière la plus forte à ce jour au massacre commis dernièrement par Israël contre des manifestants palestiniens sans armes dans la bande de Gaza occupée et assiégée. C'est le succès le plus impressionnant du mouvement BDS depuis le début 2018.
alors que les gouvernements des États-Unis et de l'Europe sont totalement complices des crimes d'occupation et d'apartheid commis par Israël, le peuple irlandais, avec sa longue tradition de lutte contre le colonialisme, a montré que les hommes et les femmes de conscience se tiennent du bon côté de l'histoire contre l'oppression pour la liberté, la justice, l'égalité et la dignité humaine. Bravo. Bravo les Irlandais. Une belle leçon, là pour le coup c'est moral, une belle leçon de moralité. Voilà. À quand le tribunal international de la Haye va adopter cette position? On peut se poser la question et on n'est pas optimiste concernant la réponse. Le culturel. Eh bien oui, on va passer au culturel. Hein, le culturel, alors moi j'aime bien justement faire vivre la culture palestinienne en allant chercher des livres ou des poésies. Là, c'est un poète qui s'appelle Rachid Hussein, qui est né en Galila, à Masmas. Il est enseignant, journaliste. Il est né en 1936, il a émigré en Syrie. Et il dirige la Fondation des études palestiniennes, enfin il dirigeait. Ensuite, il a émigré aux États-Unis et il a été correspondant de l'agence palestinienne de presse jusqu'à la mort. Et il est mort en 1980. Et ce poème s'appelle Jaffa. À Jaffa, les hauts fourneaux déversent de ces drogues. Les rues poussiéreuses étouffent sous les moustiques et le désespoir. Le cœur de Jaffa ne bat plus. Et le long des artères du ciel surgit le cortège funéraire de la lune. Jaffa n'a pas de lune, Jaffa, du sang sur des cailloux. Jaffa, à tes seins j'ai bu le lait des oranges jusqu'à plus outre. Jaffa, toi dont la houle a abreuvé la pluie, toi qui as maîtrisé le temps, tu vois aujourd'hui sur ta plage tous tes membres écartelés et ton dos comme roué. Jaffa, un jardin dont les arbres étaient des êtres, a dépéri aujourd'hui en trou à canne. J'étais à Jaffa, j'y chassais les rats dans ta tête, j'ai vendu les ruines de tes chevaliers sans monture. J'ai enterré dans ton sable des étoiles, et dans tes murailles, j'ai sorti des balles de tes os. Et une fois de plus, j'ai ravalé ma colère. J'ai cherché de vieux papiers à jeter, les ai brûlés et inhalé leur fumée, comme si c'était du tabac. Et après ça, je me suis reposé un peu. Magnifique poème. C'est dommage qu'on ne sache pas lire ça en arabe, ça doit être sublime. Voilà. Et puis... il y a... c'est les films de Rachel Bitton. Oui, voilà, c'est ça. Le film Rachel Corrie. Donc, c'est Simone Bitton qui revient 5 ans après le drame. Rachel Corrie est une jeune fille américaine qui était avec plusieurs autres jeunes personnes de son âge, donc une vingtaine d'années, qui est partie dans des villages, c'était à Gaza, qui est partie à Gaza, effectivement, protéger des maisons en se mettant devant les bulldozers qui arrivaient pour faire une plage, une ligne un peu de neutralité, quoi. Et en fait, cette jeune femme a été écrasée par un bulldozer. Et ah non, tu racontes des mensonges. Voilà, et Simone Bitton vient filmer 5 ans plus tard, va interroger 5 ans plus tard les jeunes personnes qui étaient dans ce groupe, qui étaient dans ces maisons de Palestiniens, comment ça s'est passé. Elle interroge également l'armée israélienne pour confronter les deux parties. Et voilà, c'est sans appel. Enfin, surtout qu'on verra à un moment, il y a une petite vidéo des bulldozers qui étaient là, et comme par hasard, la vidéo scratch au moment où Rachel Corrie est morte, quoi. Oui, et si vous voulez, un médecin légiste israélien parle, parce qu'il y a l'armée israélienne affirme que cette jeune fille n'a pas été écrasée par un bulldozer parce qu'il n'y a pas de trace à l'autopsie des lames du bulldozer, etc. De la lame du bulldozer sur son corps ou son visage. Et alors l'explication, c'est que il y avait une butte de terre avant de pouvoir, ou avant ou après, je ne sais plus parce que c'est un peu contradictoire tout ça, qui a caché au conducteur de l'engin meurtrier cette jeune fille, ce qui est faux. Ça a été prouvé par la suite. Et parce que, si vous voulez, le corps n'a pas de trace de la lame du bulldozer parce que elle était recouverte de terre avant d'être recouverte de terre avant que le bulldozer passe sur elle. Donc, il n'y a aucune trace du bulldozer.
Et l'armée israélienne s'appuyait là-dessus pour dire que tout ça c'était des mensonges, c'était pas vrai, qu'ils n'avaient pas... Voilà. Ou alors que le conducteur pouvait pas l'avoir à cause d'une butte de terre qu'il y avait devant, et tout ça, il s'avère complètement faux. Mais bon, c'est leur version, évidemment. Voilà, ils ont rien fait de mal. C'est la faute de la jeune fille. Si elle est morte, elle s'est tuée, quoi, en quelque sorte, ou suicidée. Ouais. D'ailleurs, à l'autopsie qui est faite justement par un médecin israélien, la famille de Rachel Corrie avait demandé à l'ambassade des États-Unis d'envoyer quelqu'un justement pour avoir un regard sûrement plus critique, et cette personne ne s'est pas déplacée, quoi. Voilà. Voilà, parce que pour les Américains, il y a des Américains où l'ambassade se déplace, et il y a des Américains, comme par hasard, tués en Israël, où l'ambassade ne vient pas assister à une autopsie pour voir si c'était fait consciencieusement, s'il n'y avait pas une magouille ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est encore là une espèce de justice à deux vitesses. Si vous êtes, comment dirais-je, favorable à la Palestine, vous n'êtes pas fiable, on se déplacera pas pour vous. Par contre, si vous êtes favorable à l'Israël, alors là, on se déplace, évidemment. C'est simple à comprendre, je crois. Voilà. Pour les films, c'est tout. Il y a le film Mur, mais moi, j'ai pas terminé de le regarder, donc on en parlera peut-être dans 2 semaines. Oui, bien sûr. Oui. Toujours de Simone Bitton. Sauf que ce film-là, sur la mort de cette jeune fille, Rachel, qui est vraiment une espèce de, comment dirais-je, d'ange, voilà, c'est bouleversant du début à la fin. C'est un témoignage, on peut pas en sortir indemne en tout cas. Ouais, tous ces jeunes là qui viennent de plusieurs pays différents, qui se retrouvent dans ce petit village, qui ont une force, un courage, parce qu'on en voit plusieurs qui s'allongent effectivement devant les bulldozers, puis voir l'accueil dans les familles palestiniennes, c'est quand même, c'est comment ils sont nourris, logés, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis il y a une famille particulièrement qui les a tous accueillis. Manger. Alors, ils couchaient et ils avaient le petit déjeuner et le dîner, puisque pendant la journée, ils n'étaient pas là, quoi. Voilà. Mais il faut voir cette famille palestinienne. Ils en tirent pas une gloriole spéciale, etc. Pour eux, c'est tout à fait normal, voilà. Évidemment, le fait qu'ils viennent les défendre, ça jouait aussi un petit peu en leur faveur, mais c'était pas ça l'essentiel, c'est qu'ils voyaient des jeunes gens, qui venaient en Palestine pour rendre compte de ce qu'ils avaient vu. Et ça, pour eux, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire, puisque personne ne se préoccupe vraiment de ce qui se passe là-bas. Voilà. Alors, dans l'agenda, on passe à l'agenda de ce qu'on peut faire dans les jours suivants. Là. Donc, c'est ce soir, mardi 17 avril à 19h. C'est à l'espace Niemeyer, c'est 6 avenue Mathurin-Moreau, au métro Colonel Fabien. C'est une soirée politique et culturelle pour les prisonniers politiques palestiniens. Donc cette soirée sera ponctuée de témoignages vidéo et de musique avec la participation du groupe Paroles Passagères qui vont reprendre des poèmes de Mahmoud Darwish. Il y a un espace d'exposition avec des affiches palestiniennes, il y a un bar et il y a également un traiteur palestinien. Donc ça c'est ce soir à 19h. Le vendredi 20 avril à 19h30, il y a un concert de soutien au festival Ciné Palestine. C'est en partenariat avec l'Alimentation Générale. L'Alimentation Générale, c'est 64 rue Jean-Pierre Timbaud au métro Parmentier. Donc c'est un concert de soutien et les fonds récoltés serviront à financer une partie de l'organisation de cette 4e édition justement qui s'annonce prometteuse. Donc là, il y a plusieurs groupes. Il y a Oshlob et Naïm Jalal, il y a Makoub Discar Club, Jendi Majoul et d'autres invités à venir. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Ciné-club. Alors ça, c'est le mardi 24 avril à 20h. C'est au cinéma Luminor à Hôtel de Ville. C'est le cinéma qui s'appelait le Nouveau Latina. Donc c'est un film de Hind Choufani. Donc pour clore cette saison riche de films magnifiques, nous vous proposons Trip Along Exodus, un film poème de Hind Choufani. La projection donc sera suivie d'une rencontre-débat autour des thèmes abordés dans le film qui explore 70 ans d'histoire et de politique palestinienne à travers le récit singulier de l'exil du docteur Elias Choufani qui fut une des figures de l'opposition à Yasser Arafat au sein du Fatah.
Voilà, et à cette occasion, ce sera l'occasion de voir le programme du prochain festival de films palestiniens. Ce cinéma, c'est où on était allé. C'est à Hôtel de Ville, Ah ouais, c'est le Luminor. C'est rue du Temple, je crois. Non c'est rue du Temple, au 20 rue du Temple. Ouais. Ça m'a laissé un souvenir assez intéressant. Ouais. Il y a un appel à dons aussi de la part de l'UJFP qui s'appelle Soutenez les paysans de la bande de Gaza, qui c'est une collecte qui sert à ce qu'un nombre de fermes soit raccordé à un château d'eau, donc qui permet de passer de 35 villages à une centaine. Donc il y avait une souscription qui a déjà rapporté 11 000 €. Et l'association aimerait bien avoir à peu près 15 000 € pour pouvoir accorder tous ces villages en plus à ce château d'eau. Donc on peut faire un don par Loasso ou envoyer un chèque à l'UJFP en marquant Urgence Gaza au dos de son chèque. Ouais, moi je vous conseille de l'envoyer à l'UJFP. Moi je pense que c'est mieux parce qu'à Loasso il faut créer un compte. Enfin bon, ces assos-là elles prennent des fois des pourcentages. Donc je trouve que passer directement par l'UJFP, même si du coup il y a un délai, c'est quand même mieux, quoi. Oui, et puis alors n'hésitez pas. Ma camarade a déjà cotisé. Elle est sur tous les coups comme ça. C'est bien. Je suis fier d'elle. Ouais, enfin, fier de travailler avec elle, en tout cas. Voilà, on a fait le tour des infos qu'on voulait donner pour la quinzaine. Un peu édulcoré quand même, parce qu'il y en a tellement d'autres qu'on est obligé de faire un choix. Voilà. Donc on vous retrouve dans 2 semaines, normalement, pour continuer ces informations, des nouvelles de Palestine. Voilà, je vous dis merci pour votre écoute. Et puis on termine avec Julia Boutros, Winel Malaïn. Salut les copines, salut les copains. وسط